Nous sommes toujours dans le désir, il est vrai qu'il est difficile d'en sortir. Dans une première vidéo, nous avons vu ce qu'il en était de l'introduction au sujet que nous traitons. Et il vous faut maintenant appréhender le plan à proposer pour traiter de cette question. Alors, la première partie porte sur la valeur du désir, qui comporte 3 axes. Tout d'abord, une définition du désir, ensuite un établissement du désir en tant qu'il est la condition humaine même, et pour terminer, le désir en tant qu'il est créateur de valeur. Le désir suppose évidemment que nous le satisfaisions, puisque comme il équivaut à un manque, on ne désire que ce qu'on n'a pas, il est au-delà du besoin en ce sens. Le satisfaire nous permettrait d'atteindre une forme de plaisir, et peut-être par accumulation de plaisir, une forme de bonheur. En ce sens, on voit bien qu'il faut évidemment s'installer dans le désir, il faut être désireux ou désirant pour se réaliser en tant qu'être. Précisément que le désir illustre la condition humaine, c'est ce qu'illustre Platon dans un texte assez célèbre du Banquet, où il nous explique que le philosophe par définition est éros, c'est-à-dire désir, amour en grec, en tant qu'il est dans la mythologie fils de Poros, la ressource, l'intelligence, et de Peña, qui désigne la pauvreté. On voit ici que chez Platon, le désir n'est pas simplement corporel, il a aussi une dimension intellectuelle. Ce désir est dit ites en grec, il est intermédiaire, et il doit à la fois aller au-delà de la richesse, au-delà de la pauvreté, donc il est signe d'un mouvement et d'une dynamique intéressante. Troisième axe dans cette première partie, le désir en tant qu'il est moteur de vie, qu'il est créateur de valeur. C'est une thèse qu'on trouve dans l'éthique de Spinoza. Il y a en chaque être humain un conatus, une tendance à persévérer dans son être, si on traduit ce terme latin, une sorte de poussée fondamentale par laquelle l'homme participe à la dynamique de la nature, qui veut se réaliser elle-même. La nature étant pensée dans le contexte spinoziste comme un panthéisme, elle est confondue avec Dieu lui-même. Ainsi, chaque être humain doit aller au-delà de ses désirs, il doit vouloir les accomplir en recherchant ce qui est utile pour lui, ce qui est bon. On en arrivera d'ailleurs avec Spinoza à dire que nous ne désirons pas les choses parce qu'elles sont bonnes, mais qu'elles sont bonnes parce que nous les désirons. Deuxième partie, le désir comme obstacle au bonheur. On prend effectivement le contre-pied du premier temps à travers trois axes. Tout d'abord, l'infini du désir, puis le renoncement à tous ces désirs, dans une certaine radicalité, et enfin, pour nuancer la chose, dans cette deuxième partie, le fait de renoncer seulement à certains désirs. Alors le premier temps, on peut reprendre évidemment l'image du tonneau des Danaïdes, ce mouvement perpétuel du désir nous empêche d'être en repos avec nous-mêmes, il empêche d'atteindre l'état d'ataraxie dont parle Épicure par exemple dans sa lettre à Ménécée, à savoir cet état où le sujet est paisible, il est serein, parce qu'il est intégré au cycle de la nature, il a compris l'ordre du monde et il ne lui oppose pas ses représentations mentales qui pourraient très bien le troubler en permanence. Ce trouble de l'âme, ataraxie, est le contraire du bonheur, il est le contraire d'une vie ordonnée. En un deuxième temps, dans ce grand 2, donc Schopenhauer nous rappelle que le désir est source de souffrance puisque l'homme qui ne l'a pas encore rempli, qui n'a pas accompli ce désir est dans l'attente de le faire, il est donc insatisfait, et une fois que cela aura eu lieu, cet homme sera plongé dans un ennui assez profond qui est lié à la satisfaction. Schopenhauer, dans son système, le monde comme volonté et comme représentation, soutient donc la thèse d'un homme esclave de ses désirs, un homme soumis à ce qu'il appelle le vouloir vivre, qui ne se confond pas avec la volonté rationnelle, mais qui est pour l'homme le fait d'être le jouet inconscient d'une sorte de force qui le broie et dont il ne peut sortir qu'en renonçant en effet à tous ses désirs, ce qui nous rapproche d'ailleurs de certaines thèses du bouddhisme. C'est dans la fusion avec le néant qu'on pourra échapper à des désirs qui ne nous permettent pas de nous accomplir. En un troisième axe, renoncer à certains désirs paraîtrait la solution la plus raisonnable. Il faut vouloir l'ordre du monde pour être heureux, disent les stoïciens. On connaît la célèbre formule de Descartes qui s'en inspire dans le discours sur la méthode. Plutôt vouloir changer l'ordre de ses représentations que réformer celui du monde. Il s'agit ici de s'intégrer activement à cet ordre naturel pour trouver le bonheur. Il s'agit donc d'être capable de se proposer des désirs raisonnables. On peut penser par exemple à la classification des désirs qu'on trouve chez Épicure.
Épicure, qui distingue d'un côté des désirs qui sont naturels et nécessaires, comme boire et manger, d'autre part des désirs qui sont naturels mais qui ne sont pas nécessaires, le fait de savourer un plat savoureux, une pizza tant attendue par exemple, ou de consommer des vins raffinés, et en un dernier temps des désirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires, qui sont ceux qui nous perdent puisqu'ils nous inscrivent souvent dans le mimétisme social, la gloire, l'honneur, la richesse, sur lesquels nous n'avons pas prise. Alors après avoir vu le désir comme valeur, puis le désir comme obstacle au bonheur, il nous faut maintenant entrer dans le terrain redouté du désir comme obstacle à la morale. Trois axes là aussi. Que serait un monde où chacun accomplirait ses désirs, un monde soumis au désir de reconnaissance? Un deuxième temps dédié à la relation entre désir et vertu. Enfin, et pour terminer, un troisième axe qui va reprendre en considération la relation entre désir et devoir, si cela est possible. Première sous-partie, donc, que serait un monde où chacun accomplirait ses désirs? On reconnaît le désir de reconnaissance qui a été thématisé par Hegel, notamment dans la fameuse dialectique du maître et de l'esclave, dans la phénoménologie de l'esprit, en 1807. Le désir, dit Hegel, en substance, est fondamentalement désir de l'autre, et par sa singularité, par sa conflictualité, il ne peut que tendre, si on laisse de côté quelques relations d'amitié et de sympathie, à s'opposer à une morale qui est universelle. Sous cet angle-là, on voit bien qu'accomplir ses désirs, tous ces désirs, ne peut que nous amener à nous opposer au désir d'autrui. On ne verrait pas dans ce principe, évidemment, le fondement d'une morale digne de ce nom. En un deuxième axe, donc, le désir qui peut être corrélé à la vertu, on peut s'appuyer sur un texte connu de la tradition philosophique, le Phèdre de Platon, dans lequel Platon imagine que l'âme est une sorte de cocher qui dirige un attelage formé de 2 chevaux, l'un qui symbolise le courage, Thumos, qui est un cheval blanc, et l'autre noir, il a l'obscurité du désir, epitumia en grec, tout ce qui se trouve en dessous de la ceinture. La leçon de Platon, c'est qu'il ne faut pas supprimer tous les désirs, car le cheval noir permet effectivement de faire avancer l'attelage au même rythme finalement que le cheval blanc. Il faut donc veiller à faire en sorte que ces désirs qui ne sont pas les mêmes, le courage n'est pas le désir tout court, puissent s'allier et permettre d'avancer. Ainsi, la leçon de Platon est que la tempérance est une vertu. Il y a des désirs qui sont utiles, et rappelons d'ailleurs que la racine de philosophie contient ce mot philein qui renvoie au désir, qui est éros selon la logique du banquet qu'on a développé précédemment. Troisième et dernier axe pour terminer, la corrélation entre désir et devoir. Les deux termes paraissent antinomiques, mais nous devons les rapprocher dans la fin de cette copie. La destination morale de l'homme, dit Kant, est supérieure en fait à l'accomplissement de ses désirs. Les désirs sont certes toujours source de conflits, mais la morale, elle, est désintéressée. Kant prend un exemple assez célèbre, notamment celui d'un commerçant qui voudrait ne pas voler ses clients, ce qui de l'extérieur paraît en effet conforme au devoir, mais Kant revendique qu'on doit agir par devoir, et non pas simplement selon une conformité extérieure à lui. Ainsi, si le commerçant ne vole pas ses clients pour avoir plus de clients et donc gagner plus d'argent, son acte, en définitive, n'est pas moral. Seule la volonté bonne est morale, dit Kant, et cette volonté bonne doit être toujours quelque chose de plus que ce qui me rapporte quelque chose, un intérêt. Et en ce sens, on voit bien que la morale universelle suppose, pour donner une réponse en effet définitive à la question de départ, qu'on n'accomplisse pas tous ces désirs. Ce n'est pas une bonne règle de vie. Un conseil pour finir, attention à ne pas confondre besoin, plaisir et désir. Les trois termes renvoient certes à un état de tension du sujet, mais selon une intensité et un éclairage par la raison qui ne sont pas les mêmes. Il est intéressant de les distinguer pour renvoyer peut-être à des considérations plus nuancées.